Bonjour à tous. Merci de nous accueillir, c'est super. Ouais, c'est la troisième fois que je participe au Meetup et la deuxième fois seulement en présentiel. Rapidement, je m'appelle Adrien Henro et je suis thésard de Joël Falcou ici présent. On va vous parler un peu du travail qu'on a effectué sur une librairie de tuples. Euh, voilà. Pourquoi on s'intéresse à ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et notamment on va parler aussi d'algorithmes sur les tuples qui sont des choses dont on a besoin pour faire du code générique. On va parler un petit peu juste des motivations. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça? Pourquoi on s'intéresse au tube? Déjà, c'est un peu la forme la plus simple de collection. Vous avez des données, vous voulez les mettre ensemble dans un type qui n'a pas de sémantique. Vous avez besoin de les passer dans une interface ou quoi en interne, ou c'est un détail d'implémentation. Vous avez un tuple, vous groupez vos valeurs. Idéalement, un tuple, ça devrait être globalement transparent pour le compilateur. Il devrait être capable de déstructurer votre tuple en ses composantes, etc. Et donc c'est un type qui devrait être relativement efficace en interne. C'est quelque chose qui nous permet donc de typer un pack. Donc en C++, si vous avez un pack, c'est super. Vous avez ce super TS3 petits points. C'est pas très pratique à manipuler. Vous pouvez pas indexer dedans avant C++ 26. On a ce genre de contraintes. Avec un tuple, vous wrappez ce pack dans un type. Vous avez un type concret que vous pouvez manipuler de manière un peu plus pratique. Et en fait, c'est quelque chose dont on sert énormément en métaprogrammation. Si en métaprogrammation, vous avez tendance à utiliser des types, vous pouvez les wrapper dans des tuples, vous les manipulez de manière beaucoup plus simple et intuitive, et c'est plus facile déjà à lire, à écrire, et globalement, tout le monde est content. Il y a des choses qui nous intéressent, nous, au-delà des tuples, qui sont ce qu'on appelle les tuples nommés. Alors, c'est découpé en deux parties. Vous avez les tuples nommés d'un côté et ce qu'on appelle les types record de l'autre. Alors, les types record, globalement, si vous êtes familier à écrire des structures au sens C++, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de champs avec des noms pour chacun des champs qui ajoutent de la sémantique à votre tuple. Ça permet d'avoir des opérations qui vont être faites par nom de champ et non pas par position, comme vous avez avec un tuple. Voilà, et ça nous permet surtout, nous en interne, quelque chose qui nous intéresse, c'est de pouvoir représenter des structures utilisateurs arbitraires dans un contexte générique. Et en fait, ça nous permet de globalement faire la même chose qu'on peut faire avec la réflexion, sans avoir besoin de réflexion. Et on va y revenir un peu plus tard. Et donc typiquement, au-delà des tubes, ce qui nous intéresse, donc, comme je disais, c'est des algorithmes. Donc typiquement, voilà, on essaye de fournir une espèce d'API pour manipuler ce qu'on appelle des types produits. Donc ici, on a deux exemples assez simples. Vous avez deux tuples, vous voulez simplement additionner les éléments de chacun des tuples en itérant dessus de manière verticale. Vous avez donc une fonction map qui prend les objets et vous les additionnez. Et donc ici, typiquement si vous avez un tuple, vous allez additionner les noms par position. Là où si vous avez des records, ce qui est un peu intéressant, donc on a ces espèces d'identifieurs qu'on utilise dans Kumi auxquels on assigne des valeurs, et derrière on les récupère par ces noms, et du coup les opérations sont ce qu'on appelle positionnelles, et donc ici typiquement vous allez additionner les x avec les x, les y avec les y, les z avec les z. Donc ça permet de manipuler les trucs de manière un peu plus simple. Du coup on va parler un petit peu de l'architecture de Kumi, donc dans cette partie on va principalement regarder comment c'est fait Kumi, pourquoi c'est fait comme ça, et comment on implémente un tuple en fait de manière relativement efficace, si jamais vous avez besoin d'implémenter un tuple un jour. Donc déjà au niveau des contraintes, on en a plusieurs. Comme on a dit, on aimerait bien que les tuples ce soit quelque chose qui soit efficace d'un point de vue de la compilation. Donc on a besoin que nos compilateurs ils arrivent à instancier des tuples et à les détruire de manière relativement simple. Donc on a besoin que ce soit un type léger, donc on essaye d'avoir le minimum de templates en interne. Derrière, on essaye d'avoir un type, donc c'est ce qu'on appelle un type structurel. C'est quelque chose qu'on peut passer donc en non-type template parameter, en valeur template, si vous voulez. Ça implique certaines choses. Donc au niveau de l'implémentation, on a besoin d'avoir des membres et des classes de base qui sont publiques et non mutables. C'est la règle du langage. Et ensuite, on a besoin d'être ce qu'on appelle un agrégat ou un type agrégé, ça dépend comment vous le traduisez, qui veut dire que vous avez un type qui n'a pas de constructeur qui est ni hérité ni déclaré. Donc vous avez les constructeurs qui sont potentiellement créés de base par votre compilateur, mais ça ne change rien. Et derrière, vous n'avez pas de membres de classe qui sont... Tu n'as pas expliqué pourquoi tu as besoin que ça soit un agrégat. Je vais y arriver. L'agrégat, ce qui est super, c'est que ça nous permet de bénéficier d'un truc qui s'appelle l'aggregate initialization, qui est globalement plus rapide, qui est plus rapide que de passer par des constructeurs. C'est surtout ça qui nous intéresse. Plus rapide à compiler aussi. Exact. Et du coup, là, on n'a donc pas de membres de classe de base qui sont protected de private, et ça, c'est relativement pratique parce qu'on a les mêmes contraintes pour être un type structuré.
Alors juste slide de théorie un petit peu ennuyeux pour tout le monde, mais globalement, un tube c'est ce qu'on appelle un type produit, et du coup ça a aussi des implications sur la manière dont on va designer ça en interne derrière. C'est un type qui est composé d'une séquence ordonnée de types. Les valeurs, c'est un petit peu un détail du tube, si vous voulez. Donc typiquement, c'est noté, voilà, vous avez des valeurs qui vont de x1 à xn, qui ont des types allant de t1 à tn, et c'est noté avec une multiplication. C'est comme ça qu'on note ça dans la théorie des types. Derrière, vous avez une propriété globalement intéressante sur le tube, qui est que vous allez vouloir accéder aux éléments par sa position. Et vous avez ce qu'on appelle des opérateurs de projection, donc c'est ce pi ici. Et donc si vous avez un tuple x, vous voulez accéder à son champ à la position i, ça va vous retourner simplement le type à la position i. Voilà. Et derrière, bon alors ça c'est juste pour dire que l'espace total c'est égal au produit des tailles des éléments, c'est juste, voilà, si vous avez un tuple, le nombre de valeurs représentables par votre type, c'est le produit des trucs internes. Par contre, la taille de votre tube, imaginons que vous avez un tube qui stocke je sais pas, deux doubles, ce sera 128 bits. Voilà. Et du coup, les opérations, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'elles sont positionnelles. Alors, tout ça c'est joli, mais pourquoi en fait est-ce qu'on peut pas juste utiliser stdtuple? Parce que ce serait quand même vachement pratique, c'est dans la librairie standard. stdtuple, c'est un gros défaut, c'est que c'est implémenté comme étant un tuple récursif, donc c'est un détail d'implémentation, mais qu'on paye à peu près à chaque fois. L'instanciation de type, elle est récursive, donc vous allez instancier les types en cascade. C'est implémenté par de l'héritage récursif, donc en plus vous allez devoir descendre, on va dire, dans le tuple, instancier le dernier type et remonter. Ça coûte relativement cher à la compilation. Et du coup, vous avez des espèces d'accès indirects. En fait, vous allez devoir descendre dans les éléments du tube pour pouvoir récupérer l'élément qui correspond. Et donc, dans Kumi, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est qu'on essaye d'avoir un meilleur temps de compilation. Donc ça passe par moins d'instanciation de templates. On essaye d'être optimisable par le compilateur pour bénéficier d'une phase d'optimisation qui est assez intéressante, donc qui s'appelle le SROA. C'est la représentation en fait en scalaire d'un agrégat. Ça veut dire que votre compilateur il est capable de prendre votre tube d'éléments et de le décomposer juste en ses parties scalaires pour pouvoir les passer par registre dans les fonctions. Ça c'est une optimisation qui est assez intéressante. Et on veut des comportements qui soient portables intercompilateurs. Alors pour ceux d'entre vous, et j'en suis désolé, qui jouent avec MSVC, Non, on n'est pas désolé. pas désolé. La taille des tuples, typiquement entre GCC et Clang et MSVC, n'est pas portable. Donc si vous avez du code qui dépend de ce genre de détails, votre code est cassé. Derrière, du coup, comme on a dit, on veut cette possibilité de pouvoir nommer les champs pour manipuler des types un peu plus complexes et fournir des algorithmes qui ne soient pas seulement apply et tuple 4, parce que c'est quand même pas génial. Du coup, on va parler un petit peu d'implémentation et de comment on fait tout ça, finalement. Et donc on va commencer par s'intéresser un petit peu à comment on stocke les choses dans un tuple sans savoir faire d'héritage récursif et de dépendre de ces tuples. Alors ce que vous allez vouloir faire globalement, c'est que vous allez vouloir stocker des valeurs et leur position, parce que c'est ça qu'on a vu d'après la théorie, donc c'est assez simple en fait. Les tuples ils ont le bon goût d'avoir une taille qui est forcément statique et connue à la compilation. Vous ne pouvez pas avoir un tuple qui dépend de paramètres runtime. Donc pour ça, c'est assez simple, vous avez une classe qui enrobe un index compile time, en paramètre template ici, et un type, donc vous pouvez stocker n'importe quel type. Derrière, vous avez un using relativement simple, juste parce qu'on n'a pas envie d'écrire les intégrales constantes à la main, et un opérateur d'accès, comme ça vous pouvez juste accéder à votre leaf à la valeur i en appliquant l'opérateur parenthèse. Et pour éviter, pour que ça rentre sur les slides, c'est pas implémenté comme ça exactement dans la librairie, mais ici on peut bénéficier de deducing this qui nous permet d'éviter d'écrire les overloads avec ref, constref, rvalue et constrvalue référence. Et donc on voit que stocker un type, c'est assez simple en fait. Et derrière, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour avoir un tuple? On a juste besoin d'agréger plein de ces feuilles ensemble pour construire un type un peu plus complexe. Alors comment on fait ça? On va avoir besoin d'être capable de créer, donc c'est la séquence d'index si vous voulez qui correspondent au type, qui vont nous donner leur position. Et donc pour ça, on a quelque chose qui est relativement pratique dans la librairie standard, qui s'appelle stdindex-séquence, qui nous permet de créer une séquence d'indices allant de 0 à un certain nombre, ou une séquence arbitraire. Derrière, alors vous ne pouvez pas déclarer une structure qui prend deux packs et déduire l'index séquence, donc vous êtes obligé de faire de la spécialisation template. Ça, voilà. Et derrière, vous pouvez hériter de manière linéaire des feuilles. Et donc ici, ce qui se passe avec cet opérateur 3 petits points, vous étendez chaque couple index type, et vous héritez donc de manière linéaire de tout ça. On n'a donc plus d'héritage récursif, on n'a plus d'instanciation de type récursive, et on a un peu déjà gagné la plupart de la bataille. Et derrière, on a des choses relativement pratiques, pareil en C++. On peut simplement utiliser l'opérateur parenthèse de nos feuilles. Donc maintenant, si j'accède à mon binder à la position i, je récupère bien le type précédent.
Voilà. Ah oui, et puis ce qui est pratique avec l'héritage linéaire, donc c'est juste que l'héritage on en fait depuis qu'on a introduit l'orienté objet, donc ça doit être C++ 98 si c'est pas avant, et donc ça commence à être un pattern qui est relativement bien optimisé dans les compilateurs et qui savent faire relativement rapidement. Et derrière, si vous voulez stocker un tuple, et voilà, vous stockez un binder en interne et vous avez l'implémentation d'un tuple qui est gagnée. On a besoin de faire un petit peu, donc vous n'avez pas de constructeur, mais on veut quand même pouvoir être capable de définir un type de manière relativement naturelle sans avoir à expliciter les paramètres template. Ça permet de simplifier un petit peu le code quand même, donc on définit un deduction guide relativement simple. Alors, d'un point de vue implémentation, ça a quelques contraintes. Si vous construisez un tuple sans exprimer les paramètres template, vos références ou const-références volatiles, etc. seront enlevées des types. Donc si vous passez une L-value typiquement dans votre tuple, elle sera decay en son type. Et par contre, si vous passez donc soit une stdref, soit une stdcrf, on va récupérer le fait que c'est bien une référence et donc le stocker de manière appropriée. Et donc, ici on voit bien qu'on n'a pas de constructeur, pas de destructeur, on est un agrégat, et donc ici on a quasiment tout ce qu'on voulait faire. Et enfin, il nous reste simplement à savoir comment j'accède à ces éléments. Et alors en fait, on a déjà tout le mécanisme. En fait, on a juste à définir un opérateur crochet interne. Ça, c'est parce que c'est relativement pratique de pouvoir le manipuler derrière. Donc ça nous permet de faire tuple entre crochets intégrale constante de la valeur qu'on veut, et ça nous retourne le bon type. On a une syntaxe qui ressemble un petit peu à ce qu'on a l'habitude de manipuler avec des tableaux, des vecteurs, ce genre de choses. Et derrière, l'opérateur get. Donc ici, par contre, vous êtes obligé d'écrire un petit peu tous les overloads. Ça, c'est l'inconvénient. Donc ici, on a juste pris un tuple par L-value. Vous avez juste à accéder à votre tuple, à l'index que vous voulez, et vous avez l'interface complète de tuple. En fait. Et donc, derrière, voilà, vous voulez récupérer le char, c'est l'élément à la position 2 dans votre tuple, et on est bon. Derrière, il y a quelque chose qui est relativement intéressant avec les tuples, ou en fait les agrégats de manière générale dans le langage, c'est ce qu'on appelle les structured bindings. C'est ce qui nous permet d'avoir cette superbe syntaxe avec des crochets qui permet de déstructurer un type en ses éléments. Et donc pour ça, quand vous avez ce qu'ils appellent dans le standard un objet tuple-like, donc quelque chose qui ressemble à un tuple, vous avez deux classes que vous devez spécialiser qui sont tuple-element et tuple-size. Donc tuple-size, c'est assez simple, vous avez un certain nombre de paramètres, vous voulez récupérer la taille de votre pack, vous créez une intégrale constante de ça et vous héritez de ça. Pour tuple-element, c'est un peu plus compliqué. Alors pour des raisons de détail interne ensuite de comment c'est manipulé dans Kumi, c'est plus simple effectivement ici d'utiliser de l'héritage. Donc là on a un coup d'héritage récursif, c'est pas génial. Mais globalement l'idée c'est que vous allez itérer jusqu'à avoir à récupérer le bon index et vous avez les bons types. Et donc le tuple size, ça permet au compilateur de vérifier que vous déstructurez en le bon nombre d'éléments, et le tuple element, ça donne au compilateur le type de l'élément qu'il est en train de récupérer. Ça lui permet d'inférer tout ça. Et voilà, donc c'est bon, on a implémenté des tuples, on sait les faire, c'est génial, ils vont super rapide. Non, plus sérieusement, du coup on a des choses qu'on peut faire derrière. Par contre, c'est qu'on va commencer à s'intéresser un petit peu, alors voilà, on a un tuple relativement simple, mais est-ce qu'on peut pas les optimiser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit un peu plus intéressant? Il y a quelque chose qu'on se rend compte, typiquement, donc dans le standard, on a array, tuple et pair, et globalement, en fait, c'est le même type. C'est une question de stratégie de stockage. Donc on avait ce binder tout à l'heure, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement le spécialiser, en fait. On sait que tous nos types sont les mêmes, on sait qu'on peut le stocker dans un tableau C classique, et on peut en bénéficier. Donc ça nous permet, on n'a plus besoin de faire d'héritage, on n'a plus d'opérateurs compliqués, on accède simplement à notre donnée de manière naturelle, et c'est relativement simple. Alors ça c'est bien pour les cas homogènes, mais maintenant il y a d'autres cas qu'on va chercher à optimiser. Typiquement, imaginons que dans votre tuple, vous avez un type vide. Vous n'avez pas envie qu'il consomme de mémoire, vous n'avez pas envie qu'il prenne de place en mémoire, etc. Et du coup, on va s'intéresser à d'autres optimisations. Et donc on a ce qu'on appelle l'EBO, enfin l'Empty Base Optimization ou Empty Base Class Optimization, enfin vous appelez ça un peu comme vous voulez. Qui a le mauvais goût d'être implémenté de manière amusante, c'est-à-dire que normalement dans le standard, vous avez un attribut qui s'appelle noUniqueAddress, qui permet de dire au compilateur que l'élément à cette adresse-là peut être overlappé avec un autre élément. C'est un attribut, donc par nature, c'est ignorable par le compilateur, et MSVC a le bon goût de l'ignorer, et vous fournit du coup ce superbe MSVC noUniqueAddress qui ça vous oblige un petit peu à prendre une décision qui est soit vous wrappez tout ça dans une macro avec des ifdef quand vous regardez quel compilateur vous allez utiliser, ou alors vous faites autrement. Et en fait, on a encore une solution, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant que cet attribut il arrive, qui est simplement l'héritage, encore une fois, ça nous sauve la vie. Et donc,
on a nos feuilles. Cette fois, on sait que dans notre feuille, on va avoir un type T qui est un type vide. Donc on spécialise nos feuilles pour un type vide. Et on a le même opérateur que tout à l'heure. Et bon, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut qu'on récupère la bonne qualification du type, etc. On se caste dans sa base et on récupère le bon élément. S'il y en a qui sont relativement observateurs, le isEmpty suffit pas. Je vous laisserai voir pourquoi. Par contre, ça a quand même un certain nombre de limites. Donc, typiquement, ici, on va prendre deux types qui n'ont pas beaucoup de sens, qui sont des types vides que vous pouvez vouloir stocker pour une raison quelconque. Si vous avez un tuple qui contient un de ces types, le size-of de ce type, c'est 1. Si vous avez deux types différents mais qui sont vides, le size-of, c'est 1. Par contre, si vous avez deux fois le même type, il faut que le compilateur arrive à faire la différence entre les différents types qu'il est en train de stocker. Vous avez un size-of de 2. Ça, c'est des choses que on pourrait encore optimiser en allant un pas plus loin. Alors, on a des tentatives d'implémentation de ce qu'on appelle des compressed tuples, où vraiment là, on compacte au maximum de ce qu'on peut. C'est relativement compliqué à faire sans constructeur, voire je pense qu'on ne peut pas le faire actuellement. Et donc voilà, c'est des choses qu'on peut pousser le concept un petit peu plus loin. Maintenant on a des tuples, on sait à peu près tout faire avec, etc. Et donc on va s'intéresser un petit peu aux algorithmes hétérogènes et on verra un petit peu à la fin qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ces algorithmes hétérogènes et pourquoi ça nous intéresse concrètement. Donc la librairie standard, elle nous fournit tout un tas d'algorithmes. On a for left, for each, transform, ce genre de choses. C'est super, mais c'est utilisable uniquement sur des séquences qui sont homogènes. Donc ça va être les itérateurs, les ranges, les vectors, ce genre de choses. Alors, on pourrait considérer que si vous avez typiquement, je sais pas, un zip de deux ranges qui sont de types différents, c'est une séquence hétérogène, vous avez surtout deux séquences homogènes que vous êtes en train d'itérer en parallèle. Mais par contre, il y a des opérations qui sont celles qu'on effectue d'habitude sur des séquences homogènes, qu'on a envie de pouvoir effectuer quand même sur des séquences hétérogènes. Donc typiquement, si j'ai un pack d'éléments, j'ai peut-être envie d'appliquer une fonction à chacune des valeurs qui sont stockées dans ce pack. Peut-être que j'ai besoin de réduire ce pack en un scalaire, en faisant des opérations, je sais pas, je vais additionner tous les éléments. J'ai peut-être besoin d'en extraire des composantes qui ont certaines propriétés, ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que les tubes, c'est aussi des séquences de premier plan et que si on a ces algorithmes, on devrait pouvoir les exprimer sur ce genre de séquences. Donc typiquement, on a des opérations ce qu'on appelle de transformation. Donc typiquement, si vous voulez faire l'opération où vous appliquez une fonction à chacun des éléments d'un tuple aujourd'hui, avec stdtuple, vous avez un tuple, vous avez une fonction, et vous êtes parti pour petite gymnastique, où vous avez une lambda dans laquelle vous allez étendre une index séquence qui fait la taille de votre tuple, ce qui vous sert un petit peu de boucle fort, on va dire, moralement. Et derrière, vous allez ici reconstruire un tuple où vous appliquez l'opération sur tous les éléments de ce tuple. Pas très ergonomique, c'est relativement obscur comme code quand même. On voit pas très bien ce qui se passe. Et donc avec Koumi, l'espèce de solution qu'on propose, c'est que voilà, vous pouvez définir, alors du coup on a toujours cette dualité entre les tuples et les records qui passent dans tous nos algorithmes. Et donc typiquement, vous pouvez simplement ici appeler KumiMap, vous appelez votre lambda sur le tuple et ça vous retourne ce qu'il faut en sortie. Et on a des variantes comme ça un petit peu de ces algorithmes. Donc pour tout ce qui est map et for each, typiquement, vous avez les variantes où on vous retourne aussi l'index correspondant dans le tuple initial ou le nom du champ qui correspond pour pouvoir faire des manipulations un peu plus intéressantes. On a tout un tas aussi d'opérateurs, donc ce qu'on appelle des opérateurs avec des requêtes, qui sont typiquement des fonctions qui sont prédiquées. Donc vous avez allof, anyof, countif, ce genre de choses, avec une API toujours aussi simple. Quelque chose qui est à noter, quand vous faites des algorithmes sur des tuples, c'est plus compliqué que les types homogènes, parce que vous allez devoir effectuer les opérations sur le type la plupart du temps, et non pas l'élément. Alors, pour les prédicats, c'est pas très grave, parce que ce que vous allez vouloir faire, c'est regarder les éléments, et voilà, vous avez, je sais pas, récupérer l'élément qui est supérieur à 5. Ça vous donne un booléen. Par contre, c'est pas utilisable dans un contexte, on va dire, de métaprogrammation. Vous savez que le type de retour de cet algorithme, c'est un booléen. Pas très utile. Ou vous savez que, voilà, que pour un countif, vous allez récupérer un size-t, mais vous n'avez pas d'informations plus intéressantes que ça. Par contre, vous avez aussi des requêtes qui peuvent être faites sur les propriétés de vos tuples. Alors, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous récupérez, c'est pas simplement le booléen, mais c'est une boole constante au sens C++, où la valeur est comprise dans le type. Et donc vous pouvez commencer à manipuler ça de manière un peu plus générique. Et donc typiquement, on a des fonctions qui vous permettent de regarder quels sont les champs qui composent votre record, ce genre de choses. Alors derrière, on a aussi les réductions. Alors les réductions, c'est relativement compliqué comme opération en fait.
Parce que vous avez une notion de direction par défaut. Donc vos opérations, elles ne sont pas forcément commutatives. Ça veut dire que si vous allez de droite à gauche ou de gauche à droite, vous n'allez pas forcément récupérer le même résultat, notamment si vous faites des multiplications sur des flottants, ce genre de choses. Du coup, on a besoin d'avoir toute une catégorie d'algorithmes. Et en plus de ça, vos opérations, quand vous faites des réductions, on a besoin d'un élément de départ la plupart du temps, ce qu'on appelle l'élément neutre d'une opération. Et donc dans Kumi, on fournit ces objets qui sont donc Kumi Function Plus, BitXOR, etc., qui vous permettent d'effectuer, on va dire, les opérations avec une sémantique propre, ou alors vous pouvez leur donner une valeur initiale explicite si vous avez des opérations un peu plus compliquées. Et donc bon, là c'est juste un exemple, typiquement, voilà, si vous avez un inclusive scan left, vous allez parcourir votre tuple de la droite vers la gauche, et un inclusive scan right dans l'autre sens. Et par contre, vous avez des opérations où des fois, vous savez que votre opération mathématique, elle a toutes les bonnes propriétés que vous voulez, donc on a des réductions plus générales qui ont des patterns un petit peu plus optimisés, vous n'êtes pas obligé de parcourir vos séquences dans un ordre prédéfini. Et donc typiquement, on a ces fonctions reduce et MapReduce qui sont voilà, un peu plus optimisées. Donc au lieu de parcourir le tuple, vous imaginez dans ce sens-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire les réductions par paire, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un scalaire. Donc on peut faire plus d'opérations d'un coup, si vous voulez. Et ensuite, on a aussi, pour chaque algorithme, il y a des cas qui sont relativement triviaux à implémenter. Donc typiquement, si vous voulez calculer le max d'un tuple, on vous fournit la fonction qu'il faut parce que c'est quand même plus pratique. Et ensuite, la plupart des algorithmes, en fait, dans Kumi, il faut voir que quand vous manipulez des tuples, vous n'allez pas changer l'état interne du tuple. Vous allez prendre un tuple, effectuer l'opération et régénérer un tuple en sortie. Donc la plupart des opérations, c'est ce qu'on appelle les générateurs. Et vous en avez un petit peu de deux types. Vous avez ce qu'on appelle les opérations unidimensionnelles. Donc typiquement, c'était des views iota. Voilà, vous construisez une séquence linéaire d'un certain nombre de valeurs, où vous pouvez faire du tuilage, retourner vos séquences et faire des opérations relativement simples. On pourrait en imaginer des un petit peu plus complexes. Le produit cartésien, en fait, ça rentre aussi dans ces opérations. Ou on a ce qu'on appelle les opérations structurelles. Donc c'est des opérations qui, partant soit d'un tube arbitrairement nesté, va réduire la dimensionnalité du tube d'entrée, ou alors au contraire, partant d'un tuple linéaire, introduire des nouvelles dimensions. Donc ça, vous avez un peu deux fonctions qui vous permettent de faire ça, qui sont l'aplatissement avec flatten, ou alors reindex, qui vous permet... Alors, la syntaxe n'est pas géniale, mais vous définissez ce qu'on appelle une map de projection, qui vous permet, à chaque fois que vous rencontrez une map de projection, de réintroduire un nouveau tuple. Donc avec ça, on arrive à... Et avec toutes les fonctions qu'on a vues d'avant jusqu'à ici, on arrive à modéliser à peu près toutes les transformations qu'on a envie de faire sur des tuples. Par contre, tous ces algorithmes, ils sont chouettes, mais ils sont relativement coûteux à la compilation. Comme on a vu donc, dans le premier exemple qu'on a défini avec la librairie standard, vous avez besoin de déplier votre tuple la plupart du temps. Vous avez besoin de faire des transformations sur les index. Imaginez par exemple que vous avez besoin de faire une rotation, il faut que vous calculiez l'index qui correspond. Et ensuite, il faut que vous effectuez concrètement l'opération que vous êtes en train de demander. Et donc, on s'est intéressé un peu à ces problématiques et de savoir comment on optimisait ces algorithmes. Et donc, il y a un espèce de pattern comme ça qui émerge. Alors, comme on a dit, un tuple, il a le bon goût d'avoir une taille qui est fixée à la compilation, donc tous vos index, ils sont statiques. Donc ça, on peut les manipuler dans un contexte consteval sans aucun problème, et les calculer qu'une seule fois. Ce que vous allez faire moralement dans un algorithme, donc encore une fois, on va imaginer rotate, c'est ce que vous allez vouloir faire, c'est je pars de mon tuple, je calcule les index shiftés, et je vais juste récupérer les sous-morceaux et construire le tuple de sortie. Donc on va toujours avoir des fonctions, on va essayer de calculer le layout de sortie, et simplement derrière d'avoir appliqué une fonction. Et du coup, derrière, ce qui reste à faire au runtime, c'est simplement d'effectuer la fonction. Et en faisant ça, on évite un petit peu de passer par tout un chemin de fonctions, on va envoyer nos éléments, regarder comment ils se comportent, ce genre de choses. Donc on va minimiser un petit peu ces manipulations. Et donc on va regarder un petit peu comment on implémente ça. Du coup, on va prendre Rotate, c'est une implémentation relativement simple, un algo relativement simple. L'implémentation un petit peu naïve, voilà, vous récupérez la taille de votre objet, vous allez itérer dessus et vous allez reconstruire un objet en sortie. Et donc vous avez une petite formule, vous allez déplacer votre index de n position et vous allez faire un modulo pour faire le tour quand vous arrivez au bout. Alors, comme ça a l'air super, c'est pas très compliqué à écrire, mais en fait, ça a un certain nombre de problèmes quand même. Vous avez besoin de calculer les indices ici, vous allez appeler deux fois la fonction avec des types différents, il va bien falloir que votre compilateur il fasse le travail de recalculer les indices. Et en plus, vous avez une lambda interne, et du coup, à chaque fois que vous appelez l'algorithme, vous instanciez un nouveau type. Ça, c'est par construction des lambdas. Et donc, comment on minimise ça? Alors, on peut le faire en plusieurs étapes. Alors déjà, on peut simplement avoir
passer par une première étape qui est le précalcul des indices. Et donc on sait exactement que si je passe, comment ça s'appelle si je veux shifter mes index d'une certaine position étant donné une certaine taille de tuple, je vais pouvoir calculer une index séquence une seule fois, qui me donne le bon type de retour. Et donc si j'appelle cette fonction avec un tuple qui a la même taille, avec le même facteur de shift, j'aurais déjà calculé cet index séquence, j'ai pas besoin de recalculer le type. Donc déjà là on gagne un petit peu. Bon, voilà, on gagne un petit peu. Et ensuite, du coup, il y a quelque chose sur lequel qui va nous intéresser aussi, c'est de minimiser les lambdas internes. Du coup, on l'a dit, sinon on va introduire un nouveau type à chaque appel, et ça, c'est pas très bon au niveau du temps de compilation. Petite parenthèse, si vous utilisez des lambdas dans des concepts, il faut absolument arrêter. Vos concepts, vous allez payer extrêmement cher et vous allez commencer à les voir très très haut dans vos profils de temps de compilation, parce qu'il va falloir que, à chaque fois que vous appeliez ce concept, vous instanciez une nouvelle lambda. C'est vraiment pas très bon. Et alors, on a plusieurs options pour minimiser les lambdas. On pourrait passer par des fonctions externes, etc. Mais c'est un petit peu en deux parties. Alors, vous allez vouloir minimiser les lambdas internes, mais vous allez aussi vouloir minimiser le nombre de lambdas qu'on a à introduire de manière externe. Et donc, pour ça, on peut simplement rendre nos algorithmes ce qu'on appelle des callables. Et donc, vous avez ici vous avez votre algorithme qui est une structure avec un opérateur parenthèse que vous appelez de manière naturelle et qui fait l'opération. Et donc derrière, vous avez un choix d'implémentation. Est-ce que ce rotate left ici, qui est déplié, est-ce que c'est une fonction interne? Est-ce que c'est une fonction externe? Est-ce que c'est une fonction trouvable par ADL? Vous pouvez vous poser ce genre de questions, et en fonction des use cases, c'est des réponses qui peuvent changer. Et finalement, il y a quelque chose aussi qui nous intéresse dans Kumi, c'est qu'on veut supporter des types utilisateurs. Donc typiquement, je ne sais pas, vous avez votre propre librairie de tuples, vous avez besoin d'utiliser les algorithmes Kumi, bah, vous pouvez le faire. Donc pour ça, on a un pattern relativement simple, c'est que vous avez ce builder que vous spécifiez pour votre type, qui contient une fonction statique qui s'appelle make, qui prend des arguments et qui construit votre type à partir de celle-là. Vous le spécialisez pour votre type et on est capable de reconstruire n'importe quel type à partir de ça. Et donc l'algorithme complet, globalement, voilà, il n'a pas beaucoup changé. Simplement, vous retournez le builder avec le bon type et les bons arguments, et on a tout gagné. Alors c'est joli tout ça, mais en fait, à quoi ça sert concrètement? Alors j'espère que Godbolt va marcher. Non. Super. Alors typiquement, on peut s'en servir pour faire des choses, donc ce qu'on va appeler calcul tensoriel, où on va simplifier un petit peu, vous allez vouloir faire des tableaux multidimensionnels. Donc ici, on va prendre un exemple assez simple. Vous avez un tableau multidimensionnel statique et vous voulez qu'il puisse avoir plusieurs dimensions. Vous pouvez pouvoir itérer dessus avec des index multidimensionnels, récupérer vos éléments, faire des opérations relativement naturelles dessus. Alors ça, typiquement, comment ça s'implémente? Alors quand vous implémentez des tableaux multidimensionnels, ils ont deux propriétés relativement intéressantes, c'est qu'ils peuvent être décrits par ce qu'on appelle une shape, ça vous donne la forme un petit peu de ce container, et ce qu'on appelle le stride. Le stride, c'est une fonction, globalement, qui vous permet de savoir où est le prochain élément le long d'une dimension. Et en fait, c'est simplement des espèces de tuples que vous pouvez... en fait, c'est simplement des tuples qui ont des propriétés en plus. Donc typiquement, votre shape, vous ajoutez un petit peu de sémantique, vous dites, ok, ce tuple, c'est une shape, et vous voulez calculer la taille, typiquement globale, qui représente votre tableau. Si vous avez un tableau de 3 par 3 par 3, on sait que pour calculer le nombre d'éléments que je stocke, je vais devoir faire 3 fois 3 fois 3. Et bah, ça s'exprime avec un fold left, voilà, on passe la fonction de multiplication, on récupère notre tuple, et on effectue nos opérations. Le stride, c'est relativement simple, on peut faire le même genre d'opération. En fait, le stride, c'est quelque chose qui peut se calculer depuis la shape pour les cas triviaux, et en fait, ça s'exprime comme étant un produit... non, pardon, je me suis perdu, pardon. Pardon. Votre stride, vous pouvez le calculer à partir d'un exclusive scan left, c'est l'algorithme qui vous permet, à partir de la shape... Est-ce que je peux juste faire ça bien? Voilà. Vous pouvez donc, c'est une formule, c'est la formule mathématique, vous pouvez le calculer de cette manière-là. Ça vous donne votre stride. Et derrière, pour récupérer un élément à une coordonnée multidimensionnelle dans la mémoire linéaire de votre ordinateur, donc ici, comme on peut le voir, vous avez juste fait un tableau linéaire que vous regardez en multidimension. Vous avez une opération qu'ici on appelle la linéarisation du stride, qui, basiquement, pour faire très simple, fait le produit scalaire entre votre position multidimensionnelle et votre stride, et ça vous donne l'index linéaire. Donc nous on a une librairie comme ça qui s'appelle Kiwaku qu'on est en train de développer, qui se base qui utilise beaucoup ces mécanismes en interne pour récupérer des données relativement compliquées multidimensionnelles et les mapper
en mémoire, dans la mémoire linéaire. Et c'est encore un rechargement de slide. Voilà. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut écrire en fait relativement trivialement des itérateurs d'AOS vers SO. Alors pour ceux qui ne savent pas, les AOS, c'est l'idée d'avoir un tableau qui contient des objets dans chaque case consécutive en mémoire, là où le SOA, c'est que vous allez avoir un objet dont chaque composante est un tableau. Et en fait, c'est encore une fois juste de la manipulation de tuples. Donc ici, on peut voir, vous définissez un SOA qui contient des flottes et des entiers. Vous allez donc avoir un vecteur de flottants et un vecteur d'entiers en mémoire, et vous allez pouvoir itérer dessus de manière linéaire. Et en fait, ça s'implémente relativement bien, encore une fois, avec des tuples. Vous, en interne, ce que vous allez retenir, c'est un tuple de vecteurs. Et au moment où vous allez vouloir accéder à un élément, vous allez simplement récupérer dans chaque vecteur le bon élément et reconstruire un tuple à partir de ça. Rien de très compliqué, mais c'est relativement pratique de pouvoir faire ces manipulations à haut niveau. Et encore une fois, une autre chose qu'on peut faire, c'est que par exemple, donc on avait cette notion de record qu'on n'a pas trop, on n'est pas allé beaucoup dans le détail dessus, ça aurait pu faire un talk entier à peu près. Quelque chose qu'on peut faire, c'est que par exemple, on pourrait définir des espèces d'options qui nous permettent de rendre des algorithmes, qui nous permettent de spécialiser des algorithmes, voilà, avec un certain nombre d'options. Et donc ici, typiquement, voilà, vous avez un record, vous avez un nombre max d'itération qui est 8, un facteur de no-rolling qui est de 4 et une tolérance quelconque, et donc vous avez ici, typiquement, voilà, vous avez un vecteur qui contient des températures de soupe, et vous avez très envie de refroidir vos soupes avec un algorithme extrêmement complexe, qui consiste à réduire la température tout le temps. Vous pouvez donc templater votre algorithme par rapport à ce record qui contient vos options, et derrière, vous pouvez déjà vérifier que vous avez bien les options que vous voulez dans vos options, les unpack, vérifier... Enfin, voilà, vous savez que votre nombre d'itérations, il est paramétrisé par le nombre max d'itérations que vous avez passé en paramètres, ce genre de choses, et donc on arrive à avoir des algorithmes qui sont paramétrisés. Ça, c'est des choses dont on sert par exemple dans Eve. Donc on a des propriétés sur les algorithmes. Est-ce qu'on veut des algorithmes qui sont plus ou moins rapides, vectorisés avec un facteur de no-rolling, etc. Et donc on s'en sert pour décrire ce genre de propriétés. Et donc, il nous reste quand même un petit peu de travail. Donc voilà, on a relativement pas mal travaillé. En ce moment, on travaille pas mal en fait sur l'optimisation de temps de compilation. Donc ça intervient par réduire toutes les lambdas en interne, globalement. On avait on va dire une implémentation assez naïve où on utilisait beaucoup les lambdas. Ça nous permet de minimiser le nombre de types internes. Il y a quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est avoir une espèce de composition, un petit peu à la std-range, où on peut décrire des pipelines d'algorithmes complets, et derrière passer le tuple et avoir une implémentation plus ou moins efficace de la composition de ces algorithmes. Une chose que j'ai pas mentionnée mais qu'on a, c'est que toute la librairie elle est utilisable sur GPU, donc vous pouvez la mettre dans du code CUDA, dans des kernels, etc. Ça va marcher. Par contre, on n'a pas écrit les tests. Du coup, ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse. Et quelque chose qu'on a commencé à faire un petit peu, c'est de faire des benchmarks de temps de compilation, notamment par rapport à std-tuple. Est-ce qu'en fait on y gagne à utiliser Kumi ou non? Et petit easter egg de la fin, si je récupère ce qu'il faut, qui doit traîner ici. Hop. Ici, vous avez simplement les temps de compile de la création d'un tuple. Donc vous avez juste créé un tuple, voilà, avec Kumi. Donc ici, on a un cas homogène. Vous allez avoir un cas homogène de 10 éléments. Donc comme on a vu dans Kumi, ce qui est pratique, c'est qu'on peut les stocker dans un tableau, etc. Donc déjà, on voit qu'on a retiré voilà, un certain paquet de temps de compile. On a réduit globalement, on est passé de 11 millisecondes de temps de compilation à 1,2. Et on est à peu près linéaire par rapport au nombre de types. Donc si vous avez des types hétérogènes, donc c'est un peu moins efficace, il faut bien que votre compilateur il arrive à faire, qu'il résolve l'héritage, etc. Donc ça va coûter un peu plus cher que des types homogènes, mais globalement comparé à std-tuple, on peut voir qu'on y gagne pas mal. Et alors pour un cas hétérogène de 20, vous y gagnez pareil un certain facteur. Sur les algorithmes, c'est des choses qui sont un petit peu moins visibles. Typiquement sur Apply, vous allez un peu moins le voir. L'algorithme il est assez simple. La manière dont il est implémenté dans le standard, je veux dire, il n'y a pas 36 manières d'implémenter Apply. Vous allez gagner un peu moins, mais en fait, juste le fait du coup d'être un agrégat, de pouvoir passer les tuples, les déconstruire, etc., on va finir par y gagner un petit peu.
Et donc merci, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au début, tu as dit que STD Tuple était à base d'héritage récursif. Ouais. C'est obligé ou pas? Et si oui, Alors, qu'est-ce qui fait parce que la bibliothèque standard spécifie juste une interface, elle n'impose pas bien une sûr. implémentation particulière. Est-ce qu'il y a des choses dans l'interface qui obligent à aller vers ce genre d'implémentation, ou est-ce que finalement, Commit Tuple pourrait être une implémentation de STD Tuple comme une autre? Alors c'est une excellente question. Alors pourquoi c'est implémenté comme ça? Alors en fait les tuples c'est étudié dans on va dire deux domaines. Vous avez la théorie des ensembles, la théorie des types. La théorie des types c'est ce qui vous donne cette composition linéaire. La théorie des ensembles elle vous dit que c'est un objet récursif. Donc c'est un choix d'implémentation en fonction de ce que vous avez étudié globalement je dirais. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour que STD tuples soient implémentés comme ça? C'est une excellente question à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Je vois pas particulièrement de raison qui ferait que ça devrait changer. Vous n'allez pas casser l'ABI normalement en changeant le layout interne. Donc, L'ordre de construction. l'ordre de construction. Bah, du coup, je me suis trompé. L'ordre de construction, notamment. Et il est spécifié, ou c'est juste que tu vas avoir un comportement différent si ton copilote... Si tu fais un comportement différent. Voilà, mais si tu fais un nouveau copilote depuis zéro, une nouvelle STL depuis zéro, tu pourrais l'implémenter comme ça. Si tu fais un tuple 2, vu qu'on ne peut pas changer le truc, normalement ça devrait... Oui, mais l'ordre de construction est spécifié dans le standard pour les éléments du tuple ou pas? Non, vu qu'en plus c'est dans le STD tuple, tu le fais dans le... En plus, c'est dans le sens qui n'est pas... Non, Donc, on casserait la compatibilité du vieux code, mais on resterait conforme avec le standard dans l'absolu. Oui. Ok. Je crois qu'il y avait des gens de Clang qui avaient essayé de le faire comme on fait. C'est possible. Il y a un papier de Clang en tout cas là-dessus. Et également au tout début, il n'y avait pas STD index. C'est grand. Ouais. Oui, qu'au début, on l'a implémenté comme ça, on n'avait peut-être pas le choix au début, mais la question, c'est qu'est-ce qui nous empêche de basculer vers ça aujourd'hui Historique. pour des copilots qui s'en moquent de casser la compatibilité la compatibilité implicite du code, en fait, quoi. J'ai une autre question. Ah, pardon. Oh, Non, ok. Tu as dit que c'était un product type. Ouais. Est-ce que le terme product est justifié ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu as toutes les règles classiques d'un anneau avec les éléments neutres, les trucs comme ça ou... Exactement. Alors, Ouais. typiquement, l'élément neutre sur le type produit, c'est le produit d'aucun type. Ouais. Vous avez le produit vide. Voilà, ça c'est l'élément neutre. Et ensuite, vous avez toutes les règles. Alors, le produit de type, il est non commutatif. Enfin, ces règles-là, elles sont. Et la combinaison entre la relation entre une somme et un produit, elle existe aussi ou pas? Elle existe aussi. Donc, on a les types sommes dans la théorie. Donc, Ouais, ça, c'est des choses dont nous, on ne s'occupe pas, qui sont. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est presque STD variant si on regarde de loin en louchant un petit peu. Mais oui, on a ces règles-là et on peut faire de la composition naturellement, comme on le fait avec les opérations mathématiques. En fait. Merci. Déjà, merci pour le talk. C'était super intéressant et je reviens sur le point de tout à l'heure avec la comparaison avec l'implème du standard. Est-ce qu'il y a une réflexion, conversation de votre côté pour discuter avec le standard, le comité ou les gens qui gèrent Clang? Je pense que l'expression. Seulement quand c'est quelqu'un qui est au standard. On n'a pas commencé de discussion en tout cas sur ce point-là. Disons que la discussion qui va potentiellement se poser, qui nous intéresse plus, c'est l'introduction des algorithmes. C'était Pour le ma moment. seconde question. Voilà. Après. Donc c'est plutôt ce qui va nous intéresser plutôt que d'essayer de pousser une implème de tuples. Les tuples ils sont ce qu'ils sont, si les gens ils veulent implémenter. Peut-être qu'on trouvera une meilleure implémentation dans le futur, ce genre de choses. Ça nous intéresse pas forcément que ce soit dans la librairie standard, je pense. Okay. On veut les algos. Mais on veut les algos. J'ai une deuxième question, peut-être un peu naïf par rapport au sujet, mais il n'y a pas eu de bench par rapport à d'autres solutions côté runtime sur l'utilisation de vos tuples. Alors, du coup, les benches, on a commencé à en faire relativement récemment. Est-ce qu'on a fait des benches comparés à d'autres librairies? La réponse est non. D'un point de vue du runtime, normalement, si votre tuple il est bien implémenté, c'est pas là où vous allez voir des gains. Le temps de compilation, c'est surtout là où on va commencer à avoir des gains. C'est la manière dont sont spécifiés les algorithmes. Normalement, vous devriez, moralement, tous vos algos vont se réduire à appliquer une fonction à des éléments. Okay. Et ça, il n'y a pas 36 manières de spécifier les fonctions, on va dire. Okay. Et j'ai une dernière question, mais une fois de plus, je pense que c'est juste ma réflexion sur le sujet qui se poursuit. C'est que je me demande à quel point
utiliser des tuples de cette façon permet de remplacer d'autres utilisations de conteneurs qu'on ferait de façon plus naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est que un grand nombre de ce que tu as montré ce soir pouvait s'effectuer à la compilation, se fait à travers le fait de décrire des suites de types. Et c'est, à mon sens, moins intuitif pour quand on développe au sens large de représenter ces données de cette façon. Et je me demande, est-ce qu'il y a il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus, côté développeur, sur aller plus vers ce genre d'utilisation quand on écrit des algos plutôt que quelque chose qui est plus sensible au runtime, un peu comme la conversation SOA AOS. Alors, la conversation AOS, SOA, c'est d'autres, on va dire, vous avez d'autres problématiques, c'est surtout pour des problématiques de performance derrière. Est-ce que vous voulez pouvoir avoir de la vectorisation, etc., qui va bien se passer. Est-ce que vous avez besoin de commencer à penser dans cette direction? Ça dépend. Si vous faites beaucoup de métaprogrammation, vous faites beaucoup de manipulations de type un petit peu étrange, ça peut être intéressant. Si vous faites, je sais pas, vous avez du code relativement classique, vous voulez paralléliser des algos de maths, etc., ça, à mon sens, n'a pas d'intérêt dans l'interface publique. Nous, on utilise Tube comme une espèce de brique de base. Quelqu'un a construit des algos, on construit des choses. Et les algos sur les tubes nous permettent en fait de Simplifier simplifier l'implémentation externe, en fait. T'as le code du code de Kiwaku, là, tu sais, le forage pour les boucles forts. Je dois pouvoir le Je trouver. pense que c'est le meilleur exemple. Il doit être sur GitHub. Oui, super. J'ai pas internet, donc non, je ne l'aurai Tu l'as pas sur ta machine pas. On peut regarder. Tu l'as pas sur ta machine. Je dois l'avoir quelque part. Alors, sinon. Détail. C'est dans le goût. En attendant, pendant qu'il cherche, moi je voudrais quand même partager une expérience qui est qu'il y a 10 ans, du code de personnes qui venaient par l'intermédiaire de Joël, j'arrivais absolument à rien comprendre. Maintenant, j'y arrive un petit peu. Et je pense pas que je me sois amélioré loin de là. C'est juste que il y a quand même des choses qui s'améliorent dans le standard en fait. Donc, typiquement, voilà, donc ça, c'est une autre librairie qu'on développait qui s'appelait Kiwaku. Typiquement, ce que vous allez vouloir faire, c'est que vous avez un container qui est défini d'une certaine manière, il est multidimensionnel, et vous essayez d'empiler des boucles forts dans le bon sens pour pouvoir bénéficier de la vectorisation, typiquement. Ce qu'on peut faire, c'est que... Alors, c'est un peu moche à expliquer, mais l'idée, c'est que vous avez une lambda qui fait la boucle for comme vous voulez et qui prend l'accumulateur des dimensions, et vous allez empiler les boucles for comme ça récursivement en allant de la dimension interne jusqu'à la dimension externe, si je me trompe. Dans le bon sens. Ouais. Vous faites un fold right, donc c'est ça, vous partez de la dimension interne et vous empilez les boucles jusqu'à la dimension externe, et donc ça nous garantissait de pouvoir bénéficier de vecto typiques. Et chaque itération du fold renvoie une autre lambda qui contient la lambda d'avant dans la bonne boucle. Voilà, c'est des Je choses. retiens ce que j'ai dit. mais on va pas l'avoir là. Et cette espèce de monstruosité, ça génère le compilateur va au travers, il vectorise tout et on n'a rien à faire. Ouais, il voit complètement à travers, c'est relativement transparent. Le compilateur, lui, il voit, tu vois. Merci. Voilà. Moi, j'avais une petite question qui peut se décliner un peu. C++26 est quasi là. Quel serait... Moi, je peux pas m'empêcher, j'ai joué un peu avec la réflexion. J'ai ma propre implémentation de tuple avec, évidemment, qui doit prendre à peu près 8 minutes à compiler pour 2 éléments. Quel impact pourrait avoir et quel avantage pourrait avoir la réflexion dans cette implémentation? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à prendre de la réflexion pour encore accélérer les choses éventuellement ou simplifier peut-être le code? Accélérer, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Alors, c'est pas tout à fait de la réflexion, mais en 26, on a template for, ça nous permet de simplifier l'écriture des algorithmes, typiquement. Donc, on peut écrire des algorithmes de manière un peu plus naturelle, on va dire. Ça évite d'avoir ces index séquences qu'on va déplier qui sont relativement complexes. La réflexion, malheureusement, alors simplement le fait d'inclure std méta, vous êtes parti pour une demi-heure de compilation. On essaie de minimiser les temps de compilation. Tu connais pas les modules? Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je laisse ça voilà, cet exercice est laissé à l'appréciation de l'intervenant. Donc, est-ce qu'on va pouvoir optimiser avec la réflexion? Optimiser, je pense pas. Est-ce qu'on peut écrire des choses de manière plus simple? Probablement. Je pense que c'est la réponse. Il y a le fait qu'on veut se débarrasser des ID dans les records. Ça, c'est un des trucs. Ça, c'est le premier truc. Ouais. Voilà. Mais, on a testé 26. Ouais.
Et aujourd'hui, ouais, on a template fort et crochet sur les variables. C'est la seule chose qui nous intéresse parce que, comme dit Adrien, dièse input méta et on perd tout ce qu'on a gagné. Alors, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être pour rester des méta, de plutôt partir sur une implémentation à base de tuples en interne que de faire des trucs bizarres avec des ranges, des strings, etc. Ouais, mais ce que je disais, en fait, ce qui peut être intéressant, surtout dans la réflexion, c'était le substitute et le define aggregate qui vont permettre de simplifier beaucoup de choses. Après, je ne connais pas les coûts en compilation. Voilà, ça c'est des choses où faudra, ça on n'a pas encore benchmark, c'est des questions qu'on peut se poser et qu'il faudra qu'on teste à un moment. En plus, comme c'est les fonctionnalités bêta, les compilateurs ils ont implémenté, ils n'ont pas optimisé, donc en pire, c'est Voilà, encore pire. donc pour le moment, étant donné que la réflexion, on va dire, c'est un petit peu sa version 1, c'est des questions qu'on se posera peut-être un peu plus tard. De toute façon, pour le moment, alors petite note, c'est que Kumi ça vise C++20. On a fait des démonstrations à base de deducing this, c'est pour que ça rentre sur les slides globalement. Mais voilà, pour le moment, On va passer à 20. je pousse pour. Je sais pas si c'est la même question que ce que tu as posé à un moment, mais est-ce que moi, un des trucs que j'aurais voulu les dernières fois que j'ai utilisé un peu des tuples, c'était convertir une structure en tuple. Est-ce que c'est possible sans réflexion? Est-ce que c'est possible avec réflexion? J'ai pas d'exemple là, mais alors si je reviens un petit peu en arrière. Alors voilà, on a ce tuple protocole. Donc ça nous permet de manipuler les objets comme des tuples. Du coup, on a des records en interne dans Kumi. Et en fait, ce protocole, on peut l'adapter. Et donc, vous pouvez le définir pour des records par rapport à votre structure. Et donc, vous pouvez avoir des gets nommés sur vos structures et des tuple elements qui renvoient le bon élément compatible avec Kumi. Et ça nous permet, voilà, vous définissez votre protocole et nous, on peut manipuler vos types complètement arbitraires comme étant des records Kumi. Mais on doit manuellement définir la conversion. Voilà, on n'est pas obligé, ça, pour le coup. Non, mais c'est là où la réflexion pourrait... Là, voilà, c'est ça. C'est le Là, seul, ça on va pourrait dire, aider. intérêt qu'on pourrait voir avec la réflexion si Mais c'était bien implémenté. pour nous, c'est isogène. Dans le sens où on n'a rien à fournir. Tu as ton type, tu ne veux pas te casser les noix à écrire le record protocole, tu vas le réflexionner. Ok. Et il y a le builder qui fait l'inverse. Le builder permet de renvoyer le vrai type. Ouais. Plutôt qu'un tuple. Qu'un tuple, parce que de base, voilà, les algos Kumi, vous passiez n'importe quel type, ça vous renvoie un Kumi tuple. C'est des choses où typiquement, si vous utilisez std tuples, vous avez peut-être besoin d'utiliser std tuples, et c'est pour ça qu'on avait ce builder. Donc en fait, c'est ça que tu veux automatiser avec la Mais c'est un travail côté user. Et par rapport au compresseur, compress tuple, pas forcément, mais compress record, enfin, la question c'est quand tu as une structure classique, tu as du padding. Ouais. Là, sur un tuple, l'ordre des éléments est primordial, donc ça, on est d'accord, on ne peut pas y échapper. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser ou est-ce que naturellement, il y a du padding qui apparaît? Naturellement, et sur un structure tuple, sur un record, lui, on pourrait imaginer de l'ordonner de manière à optimiser. Alors, on pourrait le faire. Pour le moment, le choix, c'est de dire qu'on se base un peu sur ce qui se fait en C++, c'est-à-dire que votre structure, elle est définie comme vous l'avez définie, vos champs, ils sont dans l'ordre dans lequel vous les avez définis, et nous, on ne change rien en interne. C'est pas forcément vrai en C++. C'est-à-dire de manière normale, normalement, ça devrait être le cas. Le compilateur a le droit de réordonner avec des limites, mais il a le droit de réordonner normalement. À moins que si j'ai changé en 26. En tout cas, je ne connais pas de compilateur qui le fasse. Ça, c'est autre chose. Voilà, à dire que mon expérience est plutôt de ce côté-là. Par contre, mémoire, dans les vieilles versions, c'était dès que tu avais un changement de private public, dès que tu avais le mot-clé là, il n'avait pas le droit de réordonner au-delà de cette barrière, mais à l'intérieur d'un même bloc private ou d'un même bloc public, il avait des possibilités de réordonnancement. Okay, alors ça, ils avaient parlé, je crois, de les supprimer, mais je ne sais pas si ça. D'accord, donc ça, j'avoue que je ne sais pas. Je sais que typiquement, quelque chose que nous, on nous a appris, donc moi je viens du milieu un peu HPC, etc., c'est que vos structures, vous les définissez dans l'ordre dans lequel vous voulez que vos champs soient pour minimiser le padding. Vous avez Pragmapack avec GCC et Clang si jamais vous avez besoin de les compresser. L'avantage d'avoir des algos sur les tuples, c'est que typiquement, c'est extrêmement simple. Vous avez un algo qui s'appelle Reindex ou Reorder. Et vous pouvez simplement minimiser les size-off et les calculer dans le bon sens, et ensuite vous réordonnez votre tuple basé là-dessus, et on peut minimiser le padding de manière relativement simple en fait. Et vos structures, du coup, comme on avait vu, elles sont faites par nom de champ, et donc ça marche toujours de la même manière dans les algorithmes. Et un jour, on n'aura pas la flemme et on fera comme ils sortent, qui trient les trucs, mais on a la flemme. Ouais. J'avais juste envie d'ajouter un truc. Naïvement, en fait, je pensais que l'héritage c'était mal, quoi.
Et en fait, non, quoi. Disons que j'imagine que ça dépend un peu ce qu'on fait avec ici. Alors on a de l'héritage qui est relativement simple, c'est de l'héritage public de types qui sont extrêmement basiques. La seule chose dont on sert, c'est pour pouvoir composer des types sans avoir à les définir de manière récursive. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? J'imagine que c'est un peu une question de point de vue à ce niveau-là. C'est du non-conforming inheritance, on sait qu'on le fait pour ça et puis basta. Il n'y a aucune volonté d'exposer des interfaces ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problématique. La problématique de l'héritage, c'est quand tu le fais n'importe comment et que tu as Barbara Liskov qui débarque chez toi pour te mettre des baffes parce que tu as fait n'importe quoi. Là, on empile des... C'est ça. On empile des types pour construire un plus gros type. C'est de l'héritage privé? Public. Tout est public. Sinon, du coup, vous perdez les propriétés. Il y a aussi le fait qu'on ne puisse pas avoir des membres variadiques. Oui, ça c'est un gros problème, ça simplifierait largement l'implémentation. Voilà, Vous auriez on trois petits points. Voilà. Non, mais disons qu'avec ça, il n'y a plus d'héritage. On serait en circle, ce serait super. Techniquement, il est standard de demander avec define aggregate un membre variadique, mais on ne compile pas. Mais techniquement, le standard l'autorise, parce que ça n'a pas été réfléchi. Enfin, ça n'a pas été imaginé, quoi, une possibilité. Du coup, on ne targetera pas C++26. C'est pas réfléchi dans la réflexion. La réflexion comprend un type et un variadique qui est un type, depuis après la réflexion. Je suis désolé, si on veut que les autres y passent. Oui. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.